puisqu'elle ne voit pas ses esclaves comme des serviteurs, mais plutôt comme du matériel biologique. En effet, il ne peut y avoir de rencontre entre la musique de la bourgeoisie mondaine et les mélodies absolument odieuses qui résonnent entre les murs du grenier. Les voisins commencent à noter des détails plus sombres, une odeur métallique qui s'échappe des conduits, ou encore des gémissements que l'isolation et le vent ne suffisent plus à étouffer. L'image qu'elle donne est travaillée. Delphine Lalaurie a tout de cette femme mondaine, respectée, issue de la société bourgeoise. Son apparence est charmante, ses réceptions sont des succès, et sa demeure, ce sont des portes ouvertes sur la richesse et le faste. Et pourtant, le 10 avril 1834, les masques tombent. La Nouvelle-Orléans s'apprête à découvrir, choquée, que Delphine Lalaurie, c'est ce bourreau déguisé en ange, régnant sur un abattoir aux apparences de jardin d'Éden. Tout commence par l'entrée des pompiers à la Lalaurie Mansion, au 1140 rue Royale, puisqu'un incendie s'y est déclaré. Et lorsqu'ils passent les portes, ils découvrent une femme âgée, enchaînée au fourneau. Celle-ci les regarde, les yeux exorbités, en leur disant que c'est elle qui a déclaré le feu et qu'elle préférerait mourir brûlée vivre que de suivre sa maîtresse pour aller au grenier. Intrigués et soupçonneux, les pompiers demandent alors à la maîtresse de maison, Delphine Lalaurie, de bien vouloir ouvrir la porte du 3e étage. Celle-ci refuse. Et après quelques secondes à avoir forcé les portes de l'antichambre de l'enfer, les pompiers se retrouvent assaillis par une odeur immonde. Les journaux de l'époque la décriront comme étant insoutenable pour l'être humain. Les yeux des pompiers mettent quelques secondes à s'adapter à l'atmosphère puisque celle-ci n'est plus de l'oxygène mais est remplie d'une sorte de gaz poisseux, un mélange de vapeur de sang et d'ammoniac. Et lorsque leur vue s'éclaircit, ils ne sont pas face à un grenier, mais face à une scène de théâtre anatomique où 7 corps sont mis en scène. Certaines victimes sont suspendues en l'air, les membres extrêmement tendus, voire disloqués. Quant à une autre personne, elle est dans une cage, les membres brisés. Parmi les victimes, il y en a également une qui est assise sur un fauteuil, un trou dans le crâne, le regard dans le vide. Sa conscience a été brisée. Pour ce qui est des dernières, il y en a une qui émet un gémissement ténu, puisque ses lèvres sont cousues. Et pour les autres, elles sont accrochées à des tables écorchées à la manière de fruits. Cette vidéo, c'est la première d'une série de 3 dédiée à une thématique sur les monstres du 19e siècle. Torture, empoisonnement, assassinat, venez avec moi dans ce voyage immersif, il faut bien que j'utilise mes talents de conteuse, et informatif à la rencontre des tueurs et tueuses les plus prolifiques de leur époque. Pour ne rien rater des prochaines vidéos et des séries qui sont à suivre, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo si cette thématique te plaît, et également à la commenter. Est-ce que tu connaissais l'existence de Delphine Lalaurie? Et si oui, qu'est-ce que tu en penses? Dis-le-moi dans les commentaires. Et avant de commencer, petit trigger warning, puisque nous allons parler d'actes extrêmement violents, de torture, donc si jamais vous êtes sensible à ce genre de choses, passez à une autre vidéo, cliquez peut-être sur mes threads d'horreur qui seront plus adaptés à vous, puisque là, on va être dans des descriptions qui seront quasiment cinématographiques. Maintenant que ce trigger warning est fait, je vous invite à ce que nous allions directement à la rencontre de l'origine du mal. Pour comprendre l'abîme qui sépare l'image de la perfection du diable, nous devons retourner aux origines de Delphine Lalaurie. Elle naît au sein d'une famille privilégiée, issue de l'aristocratie créole, où la possession d'autrui, c'est un véritable droit divin. Face aux injustices de l'époque, il y a des révoltes d'esclaves qui se soulèvent, notamment à Saint-Domingue. À ce moment-là, les colons sont obligés de fuir et vont notamment en Louisiane, où ils apportent avec eux leur lieu d'histoire sanglante que Delphine écoute dès l'âge de 4 ans. Par la suite, son oncle mourra des mains de ses esclaves. À ce moment-là, il y a une transition qui se fait dans l'esprit de Delphine Lalaurie, puisqu'elle ne voit plus les esclaves comme des êtres humains, mais plutôt comme de véritables menaces qu'il faut à tout prix plier à sa volonté. Adulte, elle fait le deuil de ses 2 premiers maris qui meurent dans des circonstances mystérieuses, la laissant à la tête d'une fortune colossale. Cette position lui offre une autonomie rare pour l'époque, puisqu'à ce moment-là, Delphine Lalaurie n'a plus de compte à rendre à personne. Elle est la régente de sa propre existence et sa volonté fait loi. Mais sous le faste des soieries et l'odeur des fleurs, une curiosité malsaine s'installe.
Le regard que Delphine pose sur ses serviteurs, ce n'est pas la colère qui l'anime, c'est plutôt une absence totale d'empathie, une froideur de marbre, puisqu'elle ne voit pas ses esclaves comme des serviteurs, mais plutôt comme du matériel biologique. Lorsqu'elle épouse en 3e noces Louis Lalaurie, un médecin de 10 ans son cadet, le dernier verrou saute. En effet, non seulement elle trouve en lui un époux de confiance, mais aussi un conseiller technique. Ensemble, le couple de l'enfer va transformer le 1140 rue Royale en un véritable laboratoire privé où la médecine va rencontrer le sadisme le plus pur. Delphine apprend. Elle va questionner Louis sur la résistance des tissus, combien de temps un nerf met à s'éteindre, et sur la coagulation. C'est à ce moment-là que le monstre naît. Le jour, elle organise des banquets où sa douceur est louée par tous. Et la nuit, elle gravit les marches vers le grenier, une bougie à la main, prête à réaliser sa sombre œuvre. Delphine Lalaurie ne cherche pas à punir une faute. Elle cherche plutôt à savoir jusqu'où la vie peut être étirée avant de rompre. Au cœur du manoir des Lalaurie, la discrétion est de mise. Delphine a fait doubler les cloisons du 3e étage afin d'isoler les combles du reste du monde. En effet, il ne peut y avoir de rencontre entre la musique de la bourgeoisie mondaine et les mélodies absolument odieuses qui résonnent entre les murs du grenier. La torture fait du bruit, et à ce moment-là, personne ne se doute de l'enfer qui a lieu juste au-dessus de leur tête. À mesure que le temps passe, les familles voisines commencent à noter certains détails. On ne voit plus les esclaves des Lalaurie dans la rue. En effet, on ne devine que, à travers les fenêtres, des silhouettes pâles, décharnées, au regard vide, des fantômes condamnés à errer dans le purgatoire. Jusqu'au jour de l'année 1833 où la petite Lia, une jeune esclave de 12 ans, va définitivement attirer l'attention des voisins et des voisines sur les véritables actes qui ont lieu au sein du manoir. C'est une enfant, elle est au service de Delphine et elle est chargée de coiffer sa maîtresse. Ses mains tremblent et accidentellement, le peigne accroche un nœud dans la chevelure de Delphine Lalaurie. Le silence qui s'ensuit est plus terrifiant que n'importe quel cri. Lentement, la maîtresse de maison se lève, saisit une cravache de la manière presque d'un automate et entame une chasse à l'humain à travers les couloirs de sa demeure. Paniquée, Lia court à travers les couloirs et se retrouve sur le toit. Elle est au bord du vide, elle surplombe la cour intérieure où les voisins et voisines, alertés par les bruits, lèvent les yeux pour voir ce qui se passe. Et ils voient sur le toit la petite Lia, une enfant paniquée, acculée. Et derrière elle, une Delphine Lalaurie impériale qui avance sur le toit, les bras levés sans aucune hésitation. L'enfant regarde le sol, puis elle regarde le monstre. Et elle réalise que la chute est une bénédiction à côté de ce qu'elle pourrait vivre si elle suivait sa maîtresse au grenier. Alors après un instant, elle saute. Immédiatement après, Delphine Lalaurie ordonne que l'on se saisisse du corps de la petite fille et qu'on l'enterre dans le jardin sous les rosiers sans plus de préambule. Alertée, la justice n'inflige à la bourreau qu'une amende tout à fait dérisoire. Quelque temps après, Delphine récupère ses esclaves qui avaient été pris sous des prête-noms et les ramène à la maison. À ce moment-là, le message est clair. En sa demeure, Delphine est Dieu. Et Dieu a soif d'expérience. Le piège se referme, le monstre est tout puissant. Les voisins commencent à noter des détails plus sombres, une odeur métallique qui s'échappe des conduits, ou encore des gémissements que l'isolation et le vent ne suffisent plus à étouffer. Le piège est refermé, le monstre est tout-puissant et son compagnon, le docteur Louis Lalaurie, monte plus régulièrement au grenier accompagné de sa mallette de chirurgien. Une fois la porte du 3e étage refermée, le temps se fige. Ce grenier, pour Delphine, c'est un véritable laboratoire personnel où elle peut tester les limites de la biologie humaine. Avec la complicité technique de son mari, Louis Lalaurie, elle commence une série d'expérimentations sur ce qu'elle appelle sa matière première. L'une de ses obsessions, c'est la plasticité du corps. Delphine veut découvrir jusqu'où un squelette peut être remodelé sans que le cœur ne lâche. C'est ainsi qu'elle commence ses travaux de contorsion forcée. Au début, elle brise les articulations, donc les coudes, les genoux, pour réorganiser l'anatomie de ses victimes selon ses propres plans. Érigée en véritable déesse des enfers, elle enferme ses victimes dans des cages trop petites, forçant ainsi les os à se ressouder dans des angles impossibles.
Elle observe, méticuleuse, le temps de cicatrisation, mais aussi l'apparition de la gangrène ou encore la résistance des nerfs à des douleurs prolongées. Pour elle, chaque gémissement est une donnée, chaque spasme est une réaction chimique qu'elle consigne avec une méticulosité de naturaliste. Mais Delphine ne travaille pas seule. Son mari, le docteur Louis Lalaurie, c'est l'architecte chimique de cet enfer. En effet, son rôle est crucial puisqu'il doit maintenir les sujets en vie. Grâce à ses connaissances médicales, il dose l'opium et les onguents afin d'éviter un choc respiratoire trop précoce. À côté, il pratique des trépanations précises afin de donner un accès direct au cerveau à sa femme. Ensemble, le couple va explorer les limites entre la vie et la mort. Écartèlement, écorchage circulaire, couture de lèvres. Pour les esclaves enfermés là-haut, leur existence n'est plus qu'une agonie sans fin. Le couple Lalaurie force les esclaves à être les témoins de leur propre décomposition. Ils vivent dans une semi-obscurité quasi permanente, ils sont assez nourris pour ne pas mourir, mais ils sont conscients de chaque incision, de chaque suture, puisque le docteur Lalaurie dose les onguents et les opiums afin de les maintenir en vie, mais ne les dose pas assez pour leur permettre d'accéder à une inconscience salvatrice. Le grenier devient un écosystème de terreur où le seul espoir, c'est la mort. Et en son sein, Delphine circule entre les tables d'opération, sa robe de soie frôlant les flaques de sang, telle une architecte regardant, admirant les résultats de son travail. L'incendie du 10 avril 1834 met fin à 3 ans de sévices inhumains. À mesure que les premiers brancards franchissent le seuil de la demeure, la foule se retrouve gagnée par l'indignation et le choc. En tout, ce sont 2000 personnes enragées, assoiffées de justice qui s'amassent autour de la demeure. Elles sont armées de masses, de haches, et elles comptent bien réduire ce sanctuaire du silence en poussière. Le manoir est détruit sous les yeux de Delphine Lalaurie qui n'a aucune intention de rendre des comptes. Profitant de l'assaut de la porte principale, elle en profite pour se diriger dans sa calèche noire, cachée dans l'ombre de la cour. Son cocher cravache les chevaux, personne ne les rattrapera. La foule s'écarte sous la violence de la charge et Delphine Lalaurie quitte sa demeure sans un regard en arrière, alors qu'elle avait régné sur ses enfers en toute puissance pendant 3 années. Elle s'exile à Paris où elle retrouve les fastes de la vie bourgeoise sans être inquiétée de quoi que ce soit. Elle s'éteindra en 1849, riche, libre, sans ne jamais avoir connu aucune cellule, aucun jugement pour toutes les vies qu'elle a dépecées. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo sur Madame Delphine Lalaurie et franchement, qui de mieux pour pouvoir commencer cette série sur les monstres du 19e siècle? Parce que ce qu'on vient de voir là, c'est absolument terrifiant. Je veux dire, c'est quand même une femme dont la passion, c'était la plasticité du corps humain. En plus, vous alliez ce monstre littéralement à son mari qui est chirurgien, c'est-à-dire que lui, il n'était pas là pour faire souffrir, puisque c'est elle qui était là pour ça, lui, il était là pour faire durer ça le plus longtemps possible. C'est vraiment un pitch de film d'horreur, et d'ailleurs, je sais qu'on retrouve justement le personnage de Delphine Lalaurie dans une des saisons de American Horror Story, alors laquelle par contre, j'ai complètement oublié. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour la seconde vidéo sur la thématique des monstres du 19e siècle. On retrouve encore une fois une femme, mais cette fois-ci en France. Et on va plus précisément dans la mystérieuse et très venteuse Bretagne, où elle a fait des dizaines et des dizaines de victimes. Donc accrochez-vous bien, surtout abonnez-vous pour ne rien rater, likez la vidéo si elle vous a plu, commentez-la, mettez-moi un petit emoji maison, vu que c'est littéralement là-dedans que toutes ces horreurs se sont passées. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, et sur ce, c'est une fin de tournage.